Les Clés de la Ville, en direct de Nantes, une coproduction Radio Imo et Le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin, en partenariat avec le fichier Amepi, Maxime.fr et Arkea Banque. Eh bien, salut à toutes et à tous plutôt exactement. Merci d'être avec nous pour cette grande première des Clés de la Ville. On s'est permis de poser nos valises à Nantes. Et oui, à Nantes, on ne parle pas français, on parle le nantais. Et oui, on va en parler un petit peu plus avant. Et si vous ne le saviez pas, c'est un subtil mélange de français et de mots et d'expressions typiques de la région, parfois très imagées, comme par exemple être beurré comme un petit lu. Voilà, ça va initier peut-être ce qu'on va faire tout à l'heure d'ailleurs dans notre édito. Et j'ai la chance de présenter ce cycle des Clés de la Ville avec l'inénarrable grand, l'unique Olivier Marin. Salut Olivier. Bonjour Sylvain, plaisir partagé. Merci Olivier. Alors je rappelle Olivier que vous êtes rédacteur en chef au sein du groupe Figaro. Oui, alors Sylvain, on va rappeler les règles du jeu. Tout d'abord, expliquer ce que c'est que les Clés de la Ville. C'est une émission donc, qu'on propose, Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle. Tous les mois, on va se déplacer au cœur d'une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire. On va parler immobilier, mais pas que. On va aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter, ça c'est notre promesse. Décrypter les tendances, dévoiler des projets, livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages des personnalités emblématiques de la ville. Et aujourd'hui donc on est à Nantes, on est très heureux d'être à Nantes et au sommaire de l'émission on a un plateau magnifique avec au menu et comme invité. Alors bien sûr, j'ai le plaisir de recevoir l'adjoint à la maire de Nantes, plus exactement, Johanna Roland. C'est Thomas Quérault qui est avec nous. Bonjour et bienvenue à Nantes. Alors Thomas, vous êtes adjoint à la mairie de Nantes et vous occupez particulièrement de la forme de la ville. On ne pouvait pas rêver mieux comme invité. Vous occupez aussi de l'urbanisme durable, des projets urbains. Bref, vous occupez de la fabrique de la ville où il fait bon vivre. Il faut le rappeler ça. Tout à fait, ça fait partie des enjeux. Fabriquer la ville, c'est aussi garder ce qui fait son attrait, son intérêt. C'est pas seulement servir les intérêts de logement, mais c'est aussi garder tout le charme et la qualité de vie qui fait que les gens ont envie de rester et de venir à Nantes. Il fait bon de vivre à Nantes. Il fait très bon, au-delà de la météo. C'est des qualités qu'on a su, je pense, garder et on se bat politiquement pour les garder tout au long du temps, depuis maintenant quasiment 30 ans. Cette qualité, ce rapport à la mer, à l'eau, au vert, qui fait qu'on a cette ouverture aussi entre les habitants et vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est ça qu'on souhaite maintenir et continuer à vivre bien. Vous restez avec nous, Thomas Quérault, pardon. Oui, c'est ce qu'on va voir dans l'émission. Et puis peut-être dire un mot quand même de quelques invités. Donc on aura aussi au menu de l'émission la présence d'un des meilleurs spécialistes de la ville, bien connu dans le monde du spectacle, c'est le directeur artistique Jean Blaise, un architecte, pas n'importe lequel, c'est Rudy Ricciotti, à qui l'on doit la conception de la nouvelle gare de Nantes, enjeu majeur pour les années à venir, et puis le directeur des machines de Nantes, ex-royal de luxe Pierre Auréfis, sans oublier des experts de l'immobilier, de la rénovation, du logement, un sacré programme pour cette première, aussi Fanny Bourdin qui va nous rejoindre, mais tout d'abord Sylvain, si je vous dis Nantes, l'édito, c'est à vous. Les Clés de la Ville, l'édito. Voilà, on a tâché de vous faire un édito un petit peu sympathique en parlant de votre ville, Thomas. Alors, on pourrait dire le rouge des troupes de César, le jaune canari de la Beaujoire, ou peut-être, avec la gouvernance de la mairie, le vert solidaire des écologistes. Nantes a toujours été une ville haute en couleurs, souvent en avance sur son temps, Olivier. Et oui, la ville ligérienne dénote et détonne. Elle ne laisse personne indifférent. On la décrit, on la raconte, on la critique, souvent. On la sermonne, on la peint, on la photographie et surtout, on la chante. Il a plu sur Nantes, donne-moi la main. Barbara, Nantes, c'est le nom de la chanson. Vous la connaissiez, Thomas, bien sûr. Tout à fait. Elle est sortie en 1964. La chanteuse magnifique Barbara, de son vrai nom Monique Cerf, la chanteuse évoque les derniers jours de son père, avec un passé assez douloureux qu'on reprendra dans une chanson célèbre qui s'appelle L'Aigle Noir. Une chanson très personnelle qui lui sert de catharsis. Un texte magnifique, une écriture au cordeau, le parfait mélange entre le pardon et la résilience après plaisir à Boris Cyrulnik. Bref,
c'est du Barbara. Pour la petite anecdote, si vous tendez l'oreille, on entend une petite adresse, vous savez, le 25 rue de la Grange-au-Loup. Sauf que voilà, mon cher Thomas, à l'époque où elle a écrit cette chanson, eh bien la rue ne portait pas ce nom-là. Elle a été inaugurée, bien sûr, quelques années plus tard. Alors, je vous parle de Barbara, mais j'aurais pu aussi m'arrêter sur quelques notes, par exemple sur cela. Dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier. Là, c'est la version de Triane. Vous la connaissez aussi, celle-ci? Voilà, Qui ne connaît pas ça, Qui ne Nantes la connaît pas? Il y a aussi celle, bien sûr, de l'indéfectible, l'inénarrable Nana Mouskouri. Voilà, Nana Mouskouri, si vous nous écoutez, voilà, on vous embrasse bien fort. De Nolwenn Leroy aussi, dernièrement. Elle a donc été reprise par de nombreux artistes, mais à l'origine, vous le saviez aussi, la chanson est un pamphlet contre le cardinal Mazarin. Et oui, c'était un pamphlet contre le cardinal Mazarin. Mais à Nantes, c'est aussi ce tramway qui est tombé dans la Loire, vous le saviez, le 27 novembre 1905. Il est tombé dans la Loire, il a déraillé au bout de la rue de Strasbourg, et c'est aussi le quai de la Fosse. Vous savez comment on l'appelait, le quai de la Fosse? Qui a été surnommé le quai de la Fesse. Voilà, parce qu'effectivement, en raison de nombreuses maisons closes qui, au début du XXe siècle à Nantes, c'est ça aussi, Nantes, une ville de brassage et de culture. C'est aussi, par exemple, vous le saviez, utiliser du fromage pour coller la tapisserie de la Cigale. Voilà, elle a été collée avec du fromage. C'est battre finalement la Juventus de Turin en demi-finale de la Ligue des Champions, par exemple, mais ça n'a pas suffi pour se qualifier. Mais les 3 buts de la Beaujoire en 96, ça, c'est Nantes. C'est un esprit, une identité, une philosophie de vie. C'est sur les bords de la Loire, par exemple, la capitale fluviale, qui a été dessinée, on l'a dit, par des courants artistiques, culturels, politiques, en prise au tumulte des méandres de l'histoire parfois. Histoire parfois un peu dramatique, un peu difficile, par exemple la traite des esclaves. Nantes était une ville réputée pour cela. C'était les heures sombres de la ville, replacées dans le contexte de l'époque du milieu du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Plus de 1700 expéditions négrières ont été menées depuis le port ligérien vers les colonies européennes du Nouveau Monde. Mais la ville doit sa richesse au commerce des matières premières, dont le sucre, par exemple. L'abolition de l'esclavage en 1848 oblige Nantes à opérer une reconversion, qu'on pourrait qualifier de reconversion industrielle. Allez, on va dire retour à l'école, interrogation, surprise, l'édit de Nantes. Quelle date, l'édit de Nantes? Dans le public, quelqu'un connaît? Voilà, une idée? Non, l'édit de Nantes, eh bien, il a été signé en 1598 par Henri IV. Il a été d'ailleurs révoqué bien plus tard par son petit-fils Louis XIV pour mettre fin aux guerres de religion. Combien de temps, mettant le premier train entre Paris et Nantes à l'époque, on mettait combien de temps pour aller de Paris à Nantes, Thomas Quérault? Plusieurs heures. À votre avis? Plus de 5 heures, moins de 5 heures, plus? Plus. 9h30, oui, on mettait 9h30, vous vous rendez compte, on a mis 2 heures en TGV, on mettait 9h30 pour faire Paris-Nantes, c'était en 1851. Et il y en avait combien par jour? Il y en avait... non, parce que monsieur pose des questions. Oui, non, mais... Je ne pense pas que c'était cadencé comme aujourd'hui à la gare de Nantes. Non, c'était pas cadencé, mais là, il me pose une colle. Mais bref, alors, prenez ça. Savoir, hein. Moi, je dirais 1 par semaine, voilà. Mais on va quand même vérifier. Merci, ça fait plaisir d'avoir des amis pour animer une émission comme celle-ci. Alors, bien sûr, vous devez vous revoir, bien sûr, gamin en train de manger délicatement ou pas, les 50 dedans. Vous savez qu'il y avait 50 dedans, dans un petit beurre-lu, avec à côté, pourquoi pas, une crêpe au sucre. Hein, on va dire les choses comme ça, de la marque Béguincé, par exemple. Bien sûr, la boîte bleue sur l'île de Nantes. Bref, aujourd'hui, la ville s'impose comme le premier pôle économique du Grand Ouest. La ville affiche clairement ses ambitions. On va en parler avec vous, Thomas. Elle est plébiscitée pour son cadre de vie et son tissu culturel. Il fait bon vivre à Nantes. 2000 ans d'histoire qui ont façonné la ville et que l'on voit autour de nous. Voilà pour l'édito. Et on lance tout de suite la prochaine chronique. Les clés de la ville. Parlons bien avec le fichier Amépi. Merci Sylvain pour ce très brillant édito. Merci, même si on n'a pas la réponse pour la fréquence du nombre de... Si on a c'est une colle qui est posée. Réponse à Lyon le mois prochain. On va passer à Parlons bien. On va commencer par parler immobilier. Il faut quand même en parler. Figaro Immobilier, Radio Imo. Coup de projecteur sur la ville de Nantes avec notre invité en plateau. C'est Éric Girard. Bonjour. Alors, vous êtes de Nesten, vous êtes du fichier Amépi, vous êtes l'ambassadeur local. Le fichier Amépi, c'est en fait le partage de mandats. Nantes, pour démarrer ensemble, 3 chiffres clés. 100 000,
100 000 comme 100 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2030 dans la métropole. Nantes qui bénéficie de l'attractivité de l'arc atlantique et sa vitalité démographique rejaillit sur son marché immobilier. Forte demande. Deuxième chiffre clé, 14,5. C'est le pourcentage de hausse annuelle des prix à Nantes sur un an. Ça, c'était au premier trimestre 2020, selon les actes authentiques de vente des notaires de France. Alors, il y a eu le ralentissement depuis le confinement, mais les prix à Nantes restent élevés. On est en gros entre 3 000 et 6 000 euros. On va voir justement avec vous et aller un peu plus dans le détail. Plus de 300 000 euros de moyenne pour une maison ancienne. Et puis 1h56, ça c'est le temps de trajet en TGV de Paris à Nantes aujourd'hui. La ville qui attire de plus en plus de franciliens notamment. Et Nantes qui se retrouve régulièrement en tête des différents palmarès pour investir. Sur le podium aussi des villes préférées des cadres. La ville dispose de tous les privilèges d'un bel arrondissement parisien avec l'avantage de la mer à proximité. Alors Éric Girard, vous qui êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'immobilier nantais. Vous allez nous éclairer. On va prendre avec vous les clés de la ville post-confinement. On prendra ensuite la clé des champs. 4 mois après la sortie du confinement, comment se porte le marché immobilier nantais ? Alors, le marché immobilier nantais, depuis le confinement, il y a eu un petit frein à la sortie du confinement, bien sûr, comme tout le monde. Maintenant, comme vous l'avez dit, on a une ville qui est hyper dynamique depuis déjà 10 ans, plus de 10 ans même, mais au moins pendant 10 ans. Et ce qui fait que le marché est reparti au niveau de la demande. C'est pas parce qu'il y a eu une crise sanitaire que les gens ont plus envie de venir, comme vous le disiez, dans une jolie ville où il y a plein de choses à faire. Et c'est reparti tout de suite. Ouais, les transactions tout de suite ont redémarré depuis le 11 mai à Nantes et en dehors de Nantes aussi, tout autour. Oui, au mois de mai-juin, ça a été un petit peu plus compliqué. Maintenant, là, on a autant de demandes qu'on avait avant. D'abord, de toute façon, avant le confinement, on avait presque 3 fois plus de demandes de gens par rapport à satisfaire. Donc si on en a perdu un petit peu, on a toujours autant de monde qui nous pousse la porte de nos agences pour pouvoir venir vivre à Nantes, que ce soit des Nantais ou aussi des gens qui viennent de l'extérieur. Les prix, comment évoluent-ils les prix à Nantes ? Si on devait prendre avec vous une photo. Alors moi j'ai une photo qui est toute simple. Je fais ce métier depuis 23 ans maintenant. Et donc, j'ai à l'agence une grille des prix de 2020 à maintenant. Donc, tout le monde se souvient de la crise financière de 2009, où sur cette courbe-là, eh bien, il y a une petite dent et la hausse des prix a continué. Donc, depuis 20 ans, de toute façon, à Nantes, on a une évolution qui est des prix qui augmentent. Donc, aujourd'hui, on a cette crise sanitaire. Maintenant, vous le disiez tout à l'heure, 100 000 personnes de plus dans les 10 ans à venir. Donc, automatiquement, il faudra bien les loger. Donc, avec cette perspective-là de gens qui arrivent, avec la volonté de la ville d'améliorer, d'encore plus la rendre comme elle est aujourd'hui, on va et des taux bancaires qui restent à ce niveau-là, il n'y a aucune raison pour que les taux, les prix baissent ou chutent, ceux qui craignent une crise immobilière. Avec des taux qui sont intéressants, on est à 1,25% en moyenne, toute durée confondue. Et pas d'effondrement de prix à l'horizon, selon vous, en tout cas. Bon, ça ne devrait pas bouger, ça reste élevé, mais ça ne devrait pas bouger. Et au niveau des quartiers, comment ça évolue, le type de demande, qu'est-ce qui est le plus plébiscité ? Alors moi, je suis installé dans Nantes Intramuros, donc effectivement, dans le centre-ville, dans l'hypercentre, ce qu'on va appeler chez nous à l'intérieur de la première couronne de boulevard, qui est plus un périphérique maintenant, bien loin de ça. C'est vrai que dans ce périmètre-là, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu une maison à moins de 400 000 euros. À ce moment-là, oui. Donc après, avec ton travaux, voilà. Mais c'est vrai que dans ce périmètre-là, les prix augmentent toujours. Au niveau des appartements, on est très vite arrivé à 4 000, 4 500, voire même 5 6 000, comme vous disiez, selon les biens exceptionnels ou super bien situés. Donc c'est vrai qu'on remarque quand même que les prix à Nantes... Quand les notaires disent c'est 3 500 euros par mètre carré en moyenne à Nantes, c'est un peu... Non, si on est dans l'intérieur de ces premiers boulevards, ce sont les prix que l'on a effectivement. Avec 200 000 euros, qu'est-ce que l'on a à Nantes Intramuros, qu'est-ce qu'on peut avoir dans quel quartier ?
Alors, Pas grand-chose. Alors, non, il faut le Non, mais dire. on s'approche presque des prix parisiens, quoi, dans une certaine on en est loin encore. Mais, 10 000 euros du mètre carré à Paris. Mais voilà. alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh bien, récemment, dans un quartier, alors dans l'hypercentre, 200 000 euros, on va avoir un 40 mètres carrés. D'accord. Dans l'hypercentre, Dans très l'hypercentre. hypercentre. Hein. Un grand studio, quoi. Ou un petit 2 pièces. Ouais, 2 pièces. Ouais. Un 2 pièces. Si l'on s'éloigne, si on prend la clé des champs, en dehors de Nantes, intramuros, qu'est-ce qu'il y a des secteurs à privilégier, à surveiller, qui vont prendre de la valeur? On attend de votre part Ouais. avec de bons plans quand Alors, même. il y a des secteurs déjà dans Nantes même qui sont en évolution. Alors, on a des secteurs comme Doulon, Vieux-Doulon, comme Chantenay également, qui sont des secteurs qui sont en mutation, où il y a d'ailleurs en bas de la butte Sainte-Anne, la fontaine, enfin tous les aménagements qui sont en train de se faire. Donc c'est vrai que ce sont des quartiers qui étaient des quartiers ouvriers à l'époque et qui maintenant augmentent au niveau des prix aussi. On a des niches dans le centre-ville avec des endroits qui sont hyper demandés et qui sont très chers, qui sont Saint-Félix, Saint-Paquier, en général les fameux quartiers des Saints à Nantes, Saint-Donatien, Saint-Félix, Saint-Paquier. Ensuite, donc dans ces endroits-là de développement sur l'Est et l'Ouest, donc avec Doulon et puis Chantenay, c'est vrai qu'on a encore des possibilités d'évolution. Ensuite, il faut sortir de Nantes pour retrouver des prix qui vont être un petit peu moindres. Donc c'est un petit peu ça le risque d'avoir des gens qui vont plus pouvoir trop acheter au niveau du centre-ville. Ça peut être un peu compliqué. Merci en tout cas Eric de toutes ces précisions et on va passer à la séquence Parlons mieux. Les clés de la ville, bien mieux avec Maxime.fr. Voilà, on parle bien et on parle mieux et on est bien mieux. Voilà, bien mieux avec Yann Persson qui est avec nous. Bonjour Yann. Bonjour, enchanté. Merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO. Alors le CEO, c'est un anglicisme, on va dire. Vous êtes président, cofondateur de Maxime. Maxime.fr. Quelques mots sur Maxime. Maxime, c'est le nouveau-né d'EP. Maxime, c'est un assistant pour l'éco-rénovation, où le métier est effectivement d'accompagner les professionnels dans leur proposition de valeur pour rénover les bâtiments en France. Alors ça, on peut dire qu'il n'y a pas mieux que cette idée-là, puisqu'on est dans le cœur du plan de relance, Olivier Marin. Oui, on n'arrête pas de parler de rénovation, donc là on est en plein dedans. Et est-ce qu'on peut justement, grâce à la rénovation, justement valoriser son logement? Voilà, est-ce qu'on peut valoriser son bien? Alors on va prendre l'exemple de Nantes, si vous voulez bien. On est à Nantes. Oui, bien sûr. Voilà. Effectivement, la rénovation réponse énergétique, ne serait pas la même c'est le partout. sujet du jour. Voilà, 100 milliards dans le plan de relance, plus de 20 milliards sur la rénovation énergétique. Emmanuel Vargon a annoncé 7 milliards d'euros pour la rénovation des bâtiments. Les villes y vont aussi avec des bonifications et diverses aides. Ici, à Nantes, valoriser son bien grâce à la réno, c'est possible? Oui. Alors, oui, concrètement. effectivement, en 2020 et à Nantes, c'est possible. La réponse serait pas pareille, serait pas la même partout en France. Nous, on a accompagné plus de 130 000 rénovations depuis 2007, et effectivement, il y a deux manières de valoriser son bien sur un territoire comme Nantes. Effectivement, comme on le disait tout à l'heure, les prix sont pas les mêmes en centre-ville qu'à l'extérieur, mais il y a deux manières de faire. La première, c'est, comme on le disait, vous l'avez cité, les prix vont de 3 à 6 000 euros du mètre carré. Donc la première et la plus évidente, même si ça va à l'encontre de l'artificialisation des sols notamment, c'est l'extension. L'extension soit horizontale, soit verticale. On va préférer la verticale, mais là, vous êtes en mesure effectivement de valoriser votre actif au mieux. Parce qu'une extension va coûter entre 1 500 et 3 000 euros quand le prix de marché est supérieur. Alors, quand on dit valoriser l'actif, c'est-à-dire qu'on lui donne une valeur plus que ce qu'elle pourrait valoir à l'instant T en le rénovant, on est bien d'accord? Exactement. Okay. En l'agrandissant, ça c'était le premier point. Okay. Et effectivement, aujourd'hui, sur la rénovation, et encore je dis bien aujourd'hui, on a analysé, parce que l'ADEME nous a libéré un peu plus de 9 millions de DPE il y a 2 mois, et on a croisé ça effectivement avec les données de transactions immobilières, et on note deux choses. La première est plus les annonces immobilières qu'effectivement on analyse au quotidien. La première, c'est que quand vous avez un bien rénové, il se vend mieux et plus vite. Ça, c'est le premier point. Okay. Quand on dit mieux, il y a un pourcentage, plus 15, plus 10, plus 20, c'est quoi? Ça dépend des zones, on l'a mais pas en moyenne, effectivement c'est quoi entre les apparts et les maisons. Le prix, je vais y venir. D'accord, ok, on va y arriver. Mais effectivement, là, je parlais plus de le mieux, c'était la capacité à le vendre vite et dans des bonnes conditions. Sur la partie, effectivement, rénovation, ce qu'on note, et pour répondre directement à votre question, par exemple, sur un prix médian
À Nantes, on va voir entre du D, du B ou du C et du B, on va aller chercher. C'est les fameuses lettres, l'énergie A, B, C, D. Du diagnostic de performance. Plus ça énergétique. descend et moins c'est bon. Oui, plus on va vers le A, mieux c'est, Voilà. comme à l'école. Ouais, si vous d'accord. vous rappelez Ok. ça. Oui, Et effectivement, j'en ai pas eu beaucoup. Mais... et ben là, effectivement, vous allez obtenir un gain avec des valorisations entre 10 à 20 ou 25%. Et sur un prix médian de maison, vous allez pouvoir aller chercher aux alentours de 16%. Non, mais c'est plus que significatif. Bien sûr. Ah, c'est clair. On note aujourd'hui, en fait, c'est assez simple, une bonne rénovation. Alors, au global, on va aller chercher des rénovations entre 1000 et 1500 euros du mètre carré. Donc, si vous êtes capable effectivement d'aller chercher ce type de valorisation, c'est de fait rentable. Donc, pour vendre et aujourd'hui faire de la rénovation énergétique, il y a énormément de dispositifs qui permettent d'aller chercher à bon coût. Donc, oui, vous avez tout intérêt pour vendre votre bien immobilier à lui faire une bonne rénovation énergétique pour le vendre mieux, plus vite et effectivement à un meilleur tarif. Finalement, c'est le tiercé gagnant. C'est intéressant pour le client parce qu'effectivement, il valorise son bien. 2, c'est bon pour la planète, bon pour l'environnement, pour être très clair. Et la troisième chose, c'est qu'in fine, et ça c'est la question que je voulais vous poser, imaginons qu'il ne vende pas. Il fera des économies. Qu'est-ce qu'il fait s'il ne vend pas et qu'il fait sa réno ? Aujourd'hui, il y a plusieurs avantages. Effectivement, sans la dimension transaction immobilière, il y a plusieurs avantages à rénover. La première, c'est que je pense on l'a vu avec l'explosion du e-commerce autour des produits de bâtiment depuis le confinement, c'est que les gens se sont rendus compte que vivre en fait dans un environnement confortable, c'est quand même plus agréable. Donc là, il y a une vraie prise de conscience et il y a une forte accélération du sujet. Le deuxième, effectivement, il est écologique, mais ça marche très bien dans les dîners en ville. Parce que ça, on en parle depuis 2007. Et le réchauffement climatique, on en parle depuis bien avant. Mais c'est je suis content que vous n'ayez pas cité dans les dîners en ville, à Paris, par exemple. Non, mais non, non, puis on ne sait jamais si on fait une émission à Paris, c'est mieux de pas... faut mieux préparer les coups d'après. Mais effectivement, le sujet, c'est qu'une fois la porte fermée, on préférait se prendre un voyage pour partir en vacances plutôt que de faire une rénovation énergétique et de sauver la planète. En revanche, aujourd'hui, la donne change complètement. La donne, elle change complètement. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a de fortes incitations financières. Ce qui est la bonne nouvelle du plan qui a été cité précédemment, c'est que ce dispositif, alors c'est pas encore actif, mais ça va être pour les chantiers. Avec MaPrimeRénov'. Avec MaPrimeRénov'. Du 1er janvier effectivement, 2021. Qui va s'adresser à tout le monde. Là. Exactement, à tout le monde, mais pour des chantiers même engagés, signés à partir de début octobre. Plus une bonification qui peut monter jusqu'à 20 000 euros. Jusqu'à 20 000 euros. Et là, en fait, quand vous faites un cumul des dispositifs d'aide financière entre MaPrimeRénov', éligible à tout le monde, les certificats d'économie d'énergie, éligibles à tout le monde. Les fameux C2E. Les fameux C2E. Vous arrivez à venir couvrir, on ne peut pas traiter tous les cas, mais de 20 à 80% déjà de la facture. À la fin, il vous reste un reste à charge. C'est la logique. Et quand ce reste à charge, vous commencez à le financer avec des prêts où effectivement l'argent n'est pas cher aujourd'hui et que vous l'étalez, le tout couplé à l'augmentation des coûts de l'énergie, eh bien effectivement, vous commencez pour la première fois, depuis 15 ans qu'on est sur ce marché, pour la première fois, on commence à établir des scénarios où vous commencez à être bénéficiaire mensuellement sur le fait d'avoir rénové énergétiquement votre logement. Est-ce que vous avez un exemple chiffré qui nous permet d'illustrer le propos ? Pour clôturer. Non, je viendrai le faire chez vous, effectivement, pour votre maison. Mais Sylvain, ce sera beaucoup plus agréable. Comme ça, vous contribuerez effectivement à l'effort collectif. L'engagement est pris. Mais je vais vous donner des exemples très concrets. Quand on se retrouve effectivement avec des gestes basiques, l'isolation de combles, qui est très décriée parce qu'effectivement, il faut toujours faire attention. Il y a toujours des effets d'aubaine. Quand le marché devient très intéressant, il y a toujours des effets d'aubaine. Mais quand vous commencez à investir, quand vous déduisez les primes, allez, 2 500 € pour isoler vos combles, et que là-dessus, c'est couvert à 70% et qu'il vous reste 800 €, que vous allez gagner en confort, que vous allez réduire votre consommation d'énergie de 10, 15, 20%. C'est presque une opération blanche ? Bien sûr que c'est de l'opération blanche. Mais et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, aujourd'hui, il est rentable d'investir dans l'éco-rénovation. Cependant, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Donc, le dispositif et ce qui est en place aujourd'hui va durer 2 ans. J'invite tous les propriétaires nantais, effectivement, à engager les travaux de rénovation énergétique parce que c'est le bon moment pour le faire avec des conditions de financement qui sont
hyper confortable. En passant par maxime.fr, par exemple. Non, mais ça, on n'est pas là. Merci beaucoup Yann Persson pour cette séquence avec, je vous pourrais les amis, des conseils pratiques. Et on va tâcher avec Olivier Marin chaque mois de vous donner spécifiquement dans chaque territoire des réalités qui sont effectivement pas forcément semblables d'un territoire ou d'une ville à l'autre. Voilà, c'est parti tout de suite pour la présentation de notre invité du jour. Les clés de la ville, le CV de l'invité. Voilà, notre journaliste préférée, Fanny Bourdin, est avec nous. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour, Fanny. Fanny qui a produit cette émission. Merci Fanny, vous avez fait un boulot remarquable. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Thomas Quérault, bonjour. Je suis sur le plateau pour faire votre CV. Bon, si vous êtes d'accord, on va vite passer les formalités. Hein. Allons-y. Je me dépêche, vous êtes adjoint à la mairie de Nantes en charge de la forme de la ville, de l'urbanisme durable. Vous vous occupez entre autres des projets urbains, des travaux, des autorisations en matière de droit des sols, de publicité, de changement d'usage. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Mais avec l'engagement, on arrive à faire les choses et le temps. On est élu pour 6 ans, donc c'est sur cette durée-là aussi qu'on agit. En plus de tout ça, vous étiez en charge de l'agenda 21, de la nature en ville, de la végétalisation, des déplacements doux, de l'espace public, de la quotidienneté et de la logistique urbaine. Ça fait beaucoup. Oui, mais ça fait finalement, ces choses-là se rassemblent, parce que les enjeux d'espace public, de végétalisation et de forme de la ville, finalement, c'est ça aussi qu'on essaie de faire aujourd'hui, une fabrique durable. Nous allons donc revenir sur votre rôle de responsable des déplacements doux. Vous avez mis en place le plan piéton-vélo en mai 2020. Nantes a généralisé la vitesse à 30 km/h sur plus de 80% de ses axes. Une mesure afin d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes, mais qui ne doit pas faire l'unanimité chez les automobilistes. Vous n'avez pas de problème avec les chauffeurs ? Les chauffeurs ? Alors, les chauffards, toujours. Les chauffards, Attention. oui, pardon. Vous allez vous faire des amis, Fanny. Les automobilistes, c'est un chemin qu'on a engagé depuis maintenant longtemps, de réduire le sens de l'histoire, c'est qu'il y ait moins de voitures en ville, en tout cas dans l'hypercentre et certainement à l'intérieur des boulevards. Après, on essaye d'avoir aussi une pédagogie pour dire, à vélo, il y a de plus en plus de gens, quel que soit le niveau social, qui se rendent compte que c'est plus pratique et plus rapide. Une fois qu'on en est là, j'ai envie de dire, il suffit juste de constater que le matin, plutôt que d'être coincé dans les bouchons aux heures de pointe, il vaut mieux acheter un petit vélo ou le louer par les services de la ville et qu'on avancera plus vite. D'accord. Plusieurs aménagements ont reçu un lifting pendant l'été 2020. C'est le cas du pont Anne de Bretagne, par exemple. Moi, Thomas Quérault, j'ai une proposition à vous faire pour alerter sur la vulnérabilité des vélos et l'urgence climatique. Apparemment, ça a bien fonctionné. Seriez-vous d'accord pour être le chef de file de Cyclonu ? Ce mouvement encore méconnu, mais qui a réuni plus d'une 50aine de cyclistes naturistes à Rennes récemment. C'est vrai. Je ne répondrai pas. Je ne suis pas certain que ce soit nécessaire pour convaincre de l'usage du vélo. Si certains veulent le faire, pourquoi pas. En tout cas, je pense qu'on peut passer par des opérations comme sur ce pont où on a mis des peintures pour signaler, rendre plus agréables et attractives les pistes de vélo. On peut y ajouter tout un tas d'autres événements, mais c'est en tout cas le sens de notre action de dire il faut y aller. Donc, ça vous branche pas donc pas personnellement à poil à vélo, non. Cyclonu va avoir lieu à Nantes alors ou pas ? Je ne sais pas si c'est la ville qui l'organisera. Je ne crois pas non plus que les assos cyclistes y soient forcément très favorables. Ça marche vraiment. À poil, hein. Ça marche vraiment. À Bruxelles, je crois qu'il y a c'est maintenant un événement très, très régulier. Voilà. On va demander au public, là, si ça vous branche de faire du vélo, voilà, en tenue d'Adam et Ève. Non, pas vraiment. Non, je pense que Cyclonu, ça va être raté pour Nantes. Bah mince alors. Merci Fanny. Merci à vous. Merci pour cette chronique. Et justement, on va enchaîner tout de suite avec vous, Thomas, pour cette interview croisée avec Olivier Marin, qu'on appelle l'interview carte blanche, c'est tout dire. Les clés de la ville, carte blanche. Olivier. Alors, merci Thomas Quérault. L'un des engagements de la maire de Nantes, c'est de faire de chaque quartier un espace singulier, c'est ce qu'elle dit, actif mais aussi pratique, un espace qui offre à chacune et à chacun de nous des commodités à portée de main, avec la perspective d'inventer collectivement de nouveaux modes de vie pour transformer la ville de Nantes en répondant aux enjeux climatiques et énergétiques. Ça, c'est un sacré programme. Vous qui êtes adjoint à la ville de Nantes en charge de l'urbanisme, comment on peut passer du rêve à la réalité ? Alors en travaillant, en réfléchissant et en ayant un cap qui est celui que la ville de Nantes
a et essaye de garder au fil du temps. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, les enjeux de transition écologique sont de plus en plus présents chez les habitants et dans la nécessité d'agir. Et c'est au croisement de cet enjeu, de la mise en œuvre de cette transition écologique et de la résilience, faire en sorte qu'on puisse construire une ville qui, demain, avec, vous ouvriez sur la pluie tout à l'heure, mais ce mois de septembre, il a été parmi les plus chauds de l'histoire, à Nantes et en France. Et donc, il faut aussi qu'on s'adapte à ce qui peut se passer demain. Ça fait partie de la construction de la ville. Ça a toujours été le cas, ou c'était une montée comme ça, cette fibre un peu écologique, ou chez les Nantais, ou on l'a travaillé. Ça a toujours été été présent. Il y a eu Nantes a été et son environnement un terrain propice à un certain nombre de luttes et de combats environnementaux. Il y a eu depuis Jean-Marc Ayrault l'enjeu de faire une agglomération verte et bleue qui préserve. On a des atouts, l'Erdre, la Loire, un certain nombre d'aménagements qui ont été travaillés. Le combat politique dans les années 90, c'était le refus des pénétrantes, c'était le retour du tramway. Donc cette dimension de la qualité de vie et de l'environnement, elle a toujours été là. Maintenant, elle est effectivement de plus en plus forte. On parle, et c'est aujourd'hui acté depuis maintenant longtemps à la métropole, l'enjeu sur le changement climatique, la lutte et l'action qu'on peut mener derrière. C'est de plus en plus partagé par les citoyens et on va essayer de le croiser, cet enjeu-là, avec l'enjeu social, la nécessité de se loger à des prix qui restent raisonnables, et on essaye d'y travailler avec une action publique qui passe par la production de logements, et on essaie de combiner ces deux dimensions-là en tenant l'ensemble des bouts de la fabrique de la ville d'aujourd'hui. Ça, c'est... Il y a un prévisionnel en fait de 6 000 nouveaux logements sociaux, en tout cas par an. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec les privés notamment ? Oui, alors 6 000 logements par an à l'échelle de la métropole. Ouais. Dont des sociaux qui sont déclinés derrière. Dans le programme municipal, depuis les élections de 2020, on a, sur la ville de Nantes, augmenté notre production de logements avec des objectifs sur le mandat de 5 000 logements sociaux, mais aussi du logement abordable en accession, du logement locatif abordable. 5 000 logements sociaux sur la durée du mandat ? Sur la durée du mandat. Sur la durée du mandat, sur la ville de Nantes. D'accord, sur les 6 prochaines années donc. Sur les 6 prochaines années, tout à fait. C'est un enjeu qu'on travaille. C'est évidemment hyper ambitieux. C'est très ambitieux, mais parce qu'on s'est fixé cet objectif-là. On avait ce point de vue du marché immobilier tout à l'heure. Alors Nantes, c'est quand même 11 quartiers, ça n'est pas que l'hypercentre, ça n'est pas que les boulevards, il y a quand même une vraie variété d'endroits où on peut habiter. Et l'idée de la ville, c'est de dire il faut qu'on ait cette volonté politique qui passe par une politique de construction active, avec des outils comme la construction dans des ZAC. La plus connue, j'ai envie de dire, c'est sans doute l'île de Nantes, portée par la société dédiée qui est la Samoa, mais des ZAC, on en a partout. Mélinette, qui est un ancien terrain de l'État, Doulongoar, c'est les anciennes terres maraîchères, le Bas-Chantenaille, il y en a partout. Et on utilise cet outil public pour dire, sur ces endroits-là, la collectivité ou ces sociétés organisent l'espace, payent les espaces publics. On organise en lien avec des consultations pour attribuer des lots de construction en travaillant en lien avec les promoteurs, en les sélectionnant. Et du coup, on organise, on prend évidemment une part de la charge. Alors, promoteurs privés, aménageurs publics, avec une bonne osmose. Pardonnez-moi, mais je voudrais quand même compléter la question avec peut-être la question qui fâche. Je vous donne un chiffre. Voilà. Avant les élections, dans les 6 mois qui précédaient, on a beaucoup publié là-dessus, Olivier. On a vu fondre le nombre de permis de construire comme neige au soleil. Alors je sais, Thomas, période préélectorale, pas favorable à l'octroi des permis de construire, on le sait bien. Ensuite, la nouvelle mairie où... Là, vous avez de la chance, vous avez été réélu. Vous avez été réélu au 2e tour avec un peu plus de 50% des voix, donc avec Johanna Rolland, très bien, bravo. Sauf que vous vous réinstallez avec une nouvelle mode de gouvernance. La moitié des maires suppléants ont été remplacés, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure hors antenne. Vous allez les sortir, les permis de construire ? On va les sortir. L'enjeu, là, maintenant, on avait aussi une période précédente qui était la mise en œuvre d'un nouveau règlement d'urbanisme, le plan local d'urbanisme métropolitain, qui était un outil différent. On est passé d'un ancien PLU qui était sur des règles très quantitatives, vous avez le droit de construire à telle hauteur, certains volumes, etc., à un urbanisme qu'on dit de projet, où du coup c'est plus seulement la question de l'épanelage ou de la hauteur, mais la question de l'inscription d'un projet dans son environnement qui fait qu'on accorde ou pas, et avec des règles. Avec l'aide de l'aménageur, avec l'aide de la collectivité. Alors, dans le diffus comme ça, dans les actes, y compris en respectant ces règles, mais avec des règles plus graphiques, avec plus d'interprétation. Donc c'est vrai que c'était un petit changement de méthode important qui a pu conduire à une forme
sans doute d'attentisme pour voir ce que ça allait donner. Ensuite, un temps d'interprétation et d'appropriation, et auquel s'est ajouté en plus, voilà, vous l'avez dit, la période préélectorale, le confinement. Et donc, on est maintenant... Donc là, tout va bien. Donc ça va repartir. Non, ça va repartir. Tout va bien. Bon. Je ne le dirai pas encore. Oui. En tout cas, ça va repartir puisque on a un travail. J'étais il y a quelques jours avec la Fédération des promoteurs immobiliers pour engager des discussions et faire le point sur les débuts du mandat, voir comment on allait travailler ensemble. On va relancer dans tout le dernier trimestre les consultations pour les lancements d'opérations dans toutes les ZAC. Et puis après, effectivement, travailler sur un premier bilan de ce plume, voir ce qu'on pourra éventuellement modifier, et puis retravailler pour voir comment on peut construire. Il y a une dimension importante aussi à prendre en compte, c'est il faut construire, il y a un besoin de logement, mais il doit se faire aussi avec l'acceptabilité par les riverains de chaque projet. Oui, mais en même temps, vous avez un rapport démographique, Thomas Quérault, qui est plutôt positif à Nantes. Tout à fait, mais c'est pour ça que forte demande, oui. Non, mais avec les 100 000 nouveaux habitants. 100 000 nouveaux habitants, vous faites partie de la ville. Bon, ça donne envie, d'ailleurs. Il y a des villes qui aimeraient bien avoir un rapport démographique aussi élevé. Vous avez vos amis à Toulouse aussi qui ont un excellent rapport démographique. Il faut les loger, mais on a vraiment l'impression, voilà, c'est pas pour vous piéger, mais on a vraiment l'impression qu'entre le discours très volontariste que vous avez, il faut construire, on va loger, voilà, et on a certains promoteurs privés qu'on connaît bien, vous et moi, qui rament un peu quand même pour obtenir soit du foncier public, et qui ont l'impression qu'il y a un peu un changement de régime. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui veulent vraiment construire ? Que les ZAC aujourd'hui, c'est à peu près la moitié de la production de logements dans la métropole, tout confondu. C'est un choix politique de dire on contrôle et on organise ces choses-là pour que, d'une part, on ait demain des projets qui vivent mieux, mais aussi parce que, ce faisant, on absorbe une partie des coûts de l'organisation de la ville. Les aménageurs publics, les SEM qui travaillent sur ces actes-là, prennent en charge, et la collectivité le prend derrière. SEM, Société d'économie mixte. Voilà, ou les SPL, enfin... donc, on a cette organisation-là. Après, effectivement, il y a toujours du temps, il peut y avoir des difficultés, mais on a si on a ces engagements chiffrés qu'on prend, c'est parce qu'on veut les tenir. On a ce projet de pouvoir... Mais vous avez conscience qu'il y a une industrie de bâtiments locale dans la métropole derrière, nantaise. ce sont des emplois, absolument, évidemment. Donc qui nous alertent, nous les journalistes, en permanence, etc. On connaît bien, avec aussi nos partenaires, par exemple la banque qui finance des promoteurs immobiliers comme Arkea Bank, par exemple, qui a aussi à cœur d'aider les territoires, les collectivités locales. Vous comprenez que voilà, ces soucis-là ne sont pas venus comme ça du jour au lendemain. Il y a une vraie période. On peut dire qu'on était déjà dans un vert pâle. Là, on commence à plonger sévèrement dans le rouge. Est-ce qu'on peut dire que la dynamique nantaise, elle va redémarrer, se redéployer tout à fait. Très concrètement. C'est important pour nous aussi. On est en train de travailler. Il y a sur les actions de manœuvre, il y a un concours ce matin qui se déroule justement pour attribuer un projet. Tous les comités de pilotage de toutes les actions sont en train de redémarrer. Les consultations redémarrent et on a effectivement cet engagement là maintenant. Effectivement, la période électorale, c'est toujours des périodes particulières. Ça s'est ajouté à un vrai contexte ici aujourd'hui, mais en tout cas, on est vraiment parti là-dessus. Et on a bien conscience de cet enjeu économique. Je parlais de l'enjeu de la transition écologique, il y a l'enjeu social de loger tout le monde, mais cet enjeu économique de la filière qui doit aussi travailler, parce que nous, on mettra des enjeux aussi sur l'origine des matériaux biosourcés. Ça fait aussi partie des enjeux qu'on demande, sur lesquels, en tout cas, une partie des promoteurs, en tout cas leurs représentants, ont envie de travailler avec nous. Si l'on quitte quelques instants juste ce volet sur l'urbanisme et la construction, on va y revenir quand même. Une chose qui est importante, c'est le coût du logement, le coût de l'immobilier. Vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, et on l'évoquait tout à l'heure, que les prix de l'immobilier sont élevés à Nantes. En tout cas, on est loin évidemment 10 000 € du mètre carré à Paris, des 5 000 € en moyenne à Lyon, Bordeaux. Nantes, autour de 3 500, voire on a vu certains quartiers qui peuvent aller jusqu'à 6 000 € du mètre carré. Politiquement, est-ce que d'abord, vous pouvez agir sur les prix de l'immobilier ? Typiquement, il y a une mesure qui a été prise notamment par des maires socialistes. C'est à Paris, c'est à Lille, c'est le fait d'encadrer déjà les loyers. Est-ce qu'à Nantes, on réfléchit à demander un jour d'encadrer les loyers ou pas du tout ? On a réfléchi, on a examiné cette question-là, notamment quand le sujet s'est posé il y a quelques années. On en a conclu qu'on n'était pas aujourd'hui dans la même situation, on n'avait pas les mêmes caractéristiques de tension que dans d'autres villes. C'est quelque chose qu'on regarde et on y reste attentif pour voir effectivement si les évolutions, tensions supplémentaires ou pas,
pourrait nécessiter la mise en œuvre de ces sujets-là. On est aujourd'hui sur un temps d'observation, mais on n'a pas pris de décision sur l'encadrement des loyers. Donc aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour, même si c'est des questions qu'on regarde parce qu'on est attentif à l'état et l'évolution du marché immobilier. D'accord. Les opérations d'urbanisme se multiplient. Le pôle d'affaires Euronantes doit totaliser à terme d'ici à 2021 600 000 m² de bureaux. Mais avec la crise sanitaire, avec le développement du télétravail, est-ce qu'il n'y a pas des projets de bureaux ou de centres administratifs qui vont être revus et complètement corrigés en se disant mais c'est complètement délirant par rapport à certains sièges ou ce qu'on imaginait au niveau de centres administratifs de se lancer dans de telles dépenses alors qu'on est en train de vivre tous collectivement une véritable prise de conscience? Aujourd'hui, on n'a pas constaté dans les outils et l'observation qu'on fait depuis la sortie de la crise sanitaire de projets qui soient abandonnés, remis en question. Peut-être y aura-t-il des choses qui bougeront, parce qu'effectivement, la réflexion sur le télétravail peut amener des choses de cette manière-là, mais on est pour... Non, mais là, on parle clairement d'espaces de bureaux qui pourraient peut-être être, c'est le sens de la question d'Olivier, c'est au lieu d'aller sur des volumétries aussi importantes, est-ce qu'il n'y aurait pas matière à dire, puisqu'on dispose de ces volumes et qu'on a des gens à loger, qu'on a des quartiers à aménager, est-ce que ça modifie les usages? Et effectivement, on a, avec Olivier Marin, souvent des dossiers sur lesquels on est sollicité, sur lesquels on voit une réversibilité des bâtiments. D'ailleurs, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, et aussi le Premier ministre, a beaucoup plaidé pour la mutation ou le changement de destination, par exemple, des immeubles de bureaux en habitation. Est-ce que ça, c'est de nature à faire évoluer les projets? Les projets, on en a à Nantes qui intègrent déjà cette dimension de leur évolution, de leur possibilité d'être retravaillés dans leur configuration, dans leur usage. Un certain nombre de projets, l'école de design... Une bonne idée, ça. Juste ici, oui, tout à fait. Et d'autres projets privés, on voit sur des concours, des réponses d'architectes que le projet est pensé avec cette dimension-là. On a aussi d'autres choses, c'est que parfois, c'est pas seulement du neuf, c'est aussi de la rénovation. Travailler un industriel pour y adapter à l'intérieur des projets de bureaux, c'est aussi des démarches qui sont intéressantes et qu'on voit sur le territoire de la ville. Ça vous parle, l'urbanisme transitoire? Oui. C'est extrêmement intéressant parce que ça redonne vie aussi à des bâtiments dont on ne voudrait pas forcément qu'ils soient détruits parce qu'ils sont porteurs d'une histoire. Alors moi, j'aimerais, en parlant d'histoire, juste poser une dernière question, et vous allez rester avec nous, Thomas Quérault, parce qu'on va vous demander quels sont les bons plans de Thomas Quérault à Nantes, parce qu'il fait bon quand même de venir vivre ici à Nantes. C'est sur le développement urbain de l'île de Nantes. L'île de Nantes, c'est une formidable reconstruction d'un espace urbain qui était, on peut le dire, 100% industriel. Quasi essentiellement, pas que, parce qu'il y avait une vraie ville des faubourgs, pour partie. Il y avait beaucoup d'habitants à l'origine. C'est quoi le tissu industriel? C'est quoi, 80-20, 70-30? Alors ça évolue au fil du temps. L'île de Nantes, c'est un projet permanent. Mais quand ça a culminé avec l'industrie au 19e siècle, il y a eu plusieurs milliers, dizaines de milliers de salariés qui ont évolué, mais autour essentiellement de l'activité navale et de la métallurgie. Tout ça s'est arrêté assez brutalement en 87, laissant une partie, un bon tiers de l'île en friche. Et c'est ça le projet de l'île de Nantes. Ça fait comment plus redonner du souffle. Plus de 17 ans que vous êtes sur la reconfiguration de ce territoire qui est magnifique, Olivier. Super. Il faut le dire. Et on y est d'ailleurs. Ici, on est rue Lanoux Bras de Fer au siège de paix. On en est où, voilà, sur la réversibilité, sur la transformation de cette formidable initiative urbaine sur l'île de Nantes? On est sur une nouvelle phase, à la fois géographique et dans sa conception. Tout ça a été lancé, vous l'avez dit, il y a maintenant quasiment 20 ans, avec l'idée d'un plan guide qui sera amené à évoluer, puisque en se disant le temps qui est devant nous va être long et il est possible que les choses soient à revoir en fonction de l'évolution des attentes et des sujets. Là, on est aujourd'hui là au cœur d'un quartier, des immeubles neufs. Certains, on est à côté des halles, des anciennes halles Alstom qui ont été rénovées pour loger une partie du quartier des industries créatives. On a demain, avec à la fois le projet du CHU dont les travaux sont en train de démarrer et le projet de tous les quartiers autour du quartier des marchandises. Campus universitaire aussi, non? Où il n'y a pas de... Non. Oui, bien sûr. L'école de design qui est juste à côté, qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a beaucoup de projets qui sont ici. Et autour, on va rentrer sur une nouvelle forme d'aménagement. À la fois sur l'ouest, un parc urbain qui est travaillé donc, par notre équipe, Jacqueline Hostier et Claire Shorter. Donc on a fait le choix ici, comme dans d'autres projets, de choisir des paysagistes qui sont les leaders des équipes d'aménagement. Et puis à côté, une nouvelle organisation qui tiendra
plus compte de ce qu'était avant le tissu de Faubourg et plus sur des grands îlots, on va dire, avec, même s'il peut y avoir des mélanges d'activités dans un immeuble, en tout cas avec un travail qui ressemblera à ce qu'un tissu du Faubourg. On gardera un objectif de densité, mais sur un îlot ou une parcelle, on aura du logement, de l'artisan, de la start-up, de l'entreprise, du parking, des circulations qui feraient un véritable modèle mixité d'utilisation, c'est ce qu'on peut dire ça, mixité tout à fait, fonctionnelle et de d'utilisation fonction et de vie. Bref, c'est presque interminable. Finalement, on est toujours en mouvement. Une ville se construit sur la ville. Merci Thomas Quérault. On s'est dit justement, quand on a bâti avec Olivier les clés de la ville, qu'on se ferait une chronique un peu sympa sur les bons plans, les bonnes adresses, justement. Et on va profiter de votre présence sur le plateau pour justement vous demander quels sont les bons plans et les bonnes adresses ici dans cette bonne vieille ville de Nantes. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, bonne adresse. Alors moi, ça me donne faim. Déjà, sais pas. tout de suite. Je sais pas. Peut-être boire un verre avant. Mais bon, non voilà, bon, j'ai de l'espace à occuper. Moi, je grandis en largeur, vous savez. C'est comme ça. Voilà. Olivier grandit en hauteur et moi, c'est en largeur. Alors, Thomas Quérault, mon cher Thomas, si vous le voulez bien, on aimerait bien connaître votre Nantes à vous, perso. Voilà, le citoyen que vous êtes. Des lieux fétiches, des lieux marrants, des bonnes adresses de resto. Voilà, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire à Nantes? Je reste là ce soir, justement. Alors, déjà pour boire un verre, peut-être. Ouais. Alors pour boire un verre, j'ai envie de dire la place du Bouffet, qui est une place centrale en cœur de ville, avec un grand espace de terrasse. Alors vous avez des bars qui succèdent tous les 5 mètres parfois. Et pour prendre une bière en terrasse au soleil en fin de journée, je pense que c'est très probablement le meilleur spot. Une bonne adresse pour dîner. Alors pour dîner, je vais en dire 2. Canopé, qui est une brasserie qui a ouvert je connais, c'est récemment. Et ben voilà, quelqu'un qui a su tirer parti de cet esprit vert, de la végétalisation, pour donner un petit côté un peu tropical à l'intérieur dans cet ancien bâtiment un peu industriel. C'est très très bon, c'est fin. Moi j'envoie un message dico. à quelqu'un qui s'appelle Pierre Leroy. Je lui dis canopé. Voilà, je pense qu'il va comprendre. Quand si je lui dis canopé, il va comprendre. Voilà, tout simplement. La deuxième adresse. Et moi, j'ai mon restaurant fétiche pour sortir le soir avec des copains, manger tranquillement des plats aussi brasserie. Le Coq en pâte, au cours des 50 otages, qui est un lieu bien connu, je crois, de tout un certain nombre d'acteurs. Et la brasserie la plus emblématique de Nantes? La Cigale. Et oui, la Cigale forcément. Où on a collé tout le les monde doit y tapisseries passer avec du faire un fromage. tour. Bien sûr, classé, je crois. Classé, bien sûr. Classé Jacques Demy y a historique. tourné Lola. En face au théâtre Graal. Incontournable. Voilà. Pour faire du sport. Pour faire du sport, je dirais les bords de Loire, les bords de l'Erdre, pour faire son jogging, la coulée du parc de Procès. Enfin, on ne manque pas d'endroits pour sortir, s'exercer ou faire toute pratique qu'on veut, mais on peut aussi faire du vélo, c'est bien. Pour écouter de la musique. Stéréolux ou le Zénith, avec leurs concerts, alors, qui étaient nombreux, qu'ils sont moins aujourd'hui du fait du contexte sanitaire, mais en tout cas, ça reste des bonnes adresses. Un jardin secret. Secret plus ou moins, j'ai envie de dire le jardin extraordinaire, qui n'est pas beaucoup secret puisque il a attiré énormément de monde, mais en tout cas c'est le dernier à Nantes, dans un esprit Jules Verne. C'est le futur lieu d'accueil de l'Arbre au Héron, et entre le jardin qui est en bas, le parcours des coteaux qui est en haut, qui donne des points de vue absolument magnifiques sur la Loire, l'île de Nantes et le Sud-Loire, le quartier de Trentemoux. C'est, je pense, aujourd'hui l'endroit qu'il faut avoir vu aujourd'hui si on vient faire un passage. 3 personnalités absolument indispensables à voir à Nantes. Johanna Roland. Ça c'était bon. Joker. Madame la maire de Nantes. Bon. À voir actuel ou passé? Et pourquoi pas Carte blanche. Carte blanche. Je dirais Jacques Demy. Parce qu'il a marqué quand même Nantes par l'influence artistique qu'il a pu avoir, des films très connus, peut-être, je ne sais pas, Jeanne Chéral ou Dominica ou Elmer Footbeat, qui sont quand même des acteurs musicaux importants de la ville de Nantes. Et puis après... je ne sais pas, on pourrait citer des chefs gastronomes, par exemple le patron de l'Atlantide 1874, qui est très bien. Parfait. Pas mal, deuxième message. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux. Fermez les yeux quelques instants. Imaginez Nantes en 2030. Alors, Nantes en 2030, c'est une ville où on pourra très facilement se déplacer grâce au vélo, parce que effectivement on aura pas pratique quand on a des enfants qui font les courses. mais si, avec c'est sa les vélos carte cargo, blanche.
Les vélos cargo, justement, permettent de se déplacer très facilement avec des enfants. Il y a toutes les solutions, tout est possible. C'est en 2030 une ville où on pourra effectivement se loger dans des endroits qui ont été construits, par exemple la ZAC d'Oulongoar, où on aura au cœur des fermes urbaines à proximité des grands immeubles, des fermes pédagogiques, et puis des logements qui seront construits très très intégrés dans des espaces naturels, et une ville où on continuera à vivre avec cet esprit, je crois, solidaire, d'ouverture, des quartiers qui sont reliés les uns aux autres, avec 3 nouvelles lignes de tramway qu'on est en train de programmer aujourd'hui. On redéveloppe ces liaisons et ces déplacements faciles de tous les quartiers. Le centre-ville à Nantes est connecté partout. Merci Thomas beaucoup. Quérault. Merci Thomas Quérault pour ces bons plans, ces bonnes adresses. On tâchera bien évidemment de les rappeler pour ceux que ça intéresse. Vous restez bien sûr avec nous sur le plateau. C'est notre séquence préférée aussi. On va les appeler les indiscrets de Limo. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, les indiscrets de Limo. Et oui, on en a parlé pendant toute cette émission. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être avec nous, toujours dans cette bonne vieille ville de Nantes, régulièrement plébiscitée pour sa qualité de vie. Nantes s'affiche comme la troisième grande métropole de France. Ça, vous le saviez déjà, par sa grandeur et sa croissance démographique qui est très positive et qui donne envie à certains territoires. Le marché immobilier nantais est en pleine croissance. Nantes est dans le top 5 des villes françaises où il fait bon vivant. Vous savez, quand les gens tapent sur Internet, Google... Mais ça n'est pas étonnant parce que c'est des choses qui durent depuis longtemps. Après, on souhaite aussi que ça s'adresse à des gens qui puissent avoir envie d'y venir, mais aussi aux Nantais qui y sont déjà. Alors, cette situation géographique, elle est idéale, on est d'accord, entre terre et mer, un accès rapide à Paris, où on l'a vu en TGV, on est passé de 9h30 quand même en 1851 à 2h maintenant en 2020 d'ici Paris. Un charme mi-breton, mi-Grand Ouest, c'est toujours le fameux débat entre nos amis bretons. Nantes est la cible privilégiée des acquéreurs, bien sûr, immobiliers. Moi, je vous propose qu'on écoute tout de suite une interview de quelqu'un qu'on connaît bien, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Je propose qu'on écoute tout de suite, c'est Jean Blaise qui est avec nous. Les clés de la ville, les dessous de la ville. Bonjour Jean Blaise, vous êtes le directeur artistique de Voyage à Nantes. Bonjour. Vous êtes une figure emblématique de la ville, il se dit même que vous avez façonné Nantes. Vous avez dit lors d'une précédente interview, pour moi, les villes ont une personnalité qui est induite par leur histoire, par leurs dirigeants, leurs habitants. Là, nous sommes au Château des Ducs, justement, Jean Blaise. Est-ce que vous pouvez me parler de la personnalité de Nantes à travers son histoire ? Alors, à travers son histoire lointaine, nous sommes ici au Château des Ducs de Bretagne. Ce qui veut tout dire, c'est-à-dire que Nantes était une des portes de la Bretagne, il y a très, très longtemps, que beaucoup de Nantais revendiquent de l'être encore. Et puis après, il y a eu des personnalités qui ont transformé cette ville. On peut parler de Jean-Marc Ayrault, parce que tout le monde le connaît. Aujourd'hui, Johanna Roland, le maire de Nantes, qui a beaucoup travaillé avec lui, qui ont décidé qu'il fallait reconstruire l'image de la ville, qui avait été un peu désastreuse parce que à la fin des années 80, on perd l'industrie, on perd les chantiers navals, on perd l'usine Lu. C'est-à-dire cette ville se met un petit peu en arrêt. Et il décide de la montrer à nouveau à travers la culture. Et l'image culturelle de la ville de Nantes a été très forte dès les années 90. On a créé les Allumés, on a créé le lieu unique dans l'ancienne usine Lu, toujours en tenant compte du patrimoine, ne jamais oublier. Ensuite, on a créé Estuaire, c'est une biennale d'art plastique le long de la Loire jusqu'à Saint-Nazaire. Et puis le voyage à Nantes. Le voyage à Nantes, c'est essayer de faire venir des touristes à Nantes, et je pense qu'on y réussit maintenant, en leur proposant une offre artistique, culturelle très importante. Arrivé justement dans les années 80, au moment où cette ville était en train de décliner, pour créer une maison de la culture. C'est des années longues. Voilà. Donc maintenant, je connais bien la ville, mais je ne suis pas véritablement nantais, et je la regarde toujours avec un peu de recul. Et quand je dis qu'elle a une personnalité, oui, elle a une personnalité qui est diffuse, parce qu'on n'a pas un patrimoine extraordinaire. On a ce château, quand même, qui est là, sérieux, imposant. Mais on a cette espèce de tolérance, de liberté, d'envie de culture qui est vraiment très générale dans cette ville. Et on nous reconnaît comme ça. Et ça, ça a totalement transformé la ville. Premier abord, elle n'est pas évidente. Elle a plusieurs centres. Elle se disperse, elle est très diverse. Et c'est pour ça que nous avons fait un parcours. On va passer d'une histoire à une autre et on va finalement découvrir une ville très très diverse, mais
extrêmement paisible, extrêmement sereine et extrêmement accueillante. Donc c'est vrai que j'ai quand même une petite expérience dans cette ville. Merci beaucoup Jean-Blaise d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Extrêmement inspirant et inspiré, Jean Blaise, un personnage emblématique. Réaction, Thomas Caron ? Il a raison, effectivement. Nantes est, je crois, aujourd'hui marqué par cet esprit de culture ouverte à l'extérieur. On a fait venir beaucoup d'autres villes, d'abord, dans les années 90, d'artistes, et avec la volonté, qui est aujourd'hui affichée dans le cadre du voyage à Nantes, de mettre l'art sur l'espace public, à la disposition de tous, des Nantais et des touristes, avec cette fameuse ligne verte qu'on peut suivre. On voit beaucoup de gens l'été qui sont avec leur petit guide du voyage à Nantes et qui suivent le parcours. Et il y a une vraie ambition à la fois pour nous de redécouvrir la ville, ses bâtiments, ses espaces et ses paysages, et puis de montrer qu'on peut faire parvenir, même si on a refait le musée des Arts très récemment, un vrai niveau qualitatif et architectural du patrimoine, qu'on a aussi l'art en dehors des musées, des espaces classiques, et que ça fait partie aujourd'hui, je crois, de l'ADN de la ville. Magnifique cette ville, hein, Olivier, superbe. avec les photos qui ont été prises, la vidéo qui a été faite par Alexandre Burkhardt et Fanny Bourdin. Et on va passer du patrimoine, de l'histoire justement au neuf, avec un symbole de séduction. C'est la nouvelle gare de Nantes. Et Fanny Bourdin, justement, je crois, a eu la chance d'échanger avec Rudy Ricciotti, qui est l'architecte à qui l'on doit le Muséum de Marseille, et donc là, qui avait la tunique jaune nantaise pour Rudy la gare de Ricciotti, Nantes. qui aime beaucoup qui est quelqu'un de très particulier, très singulier. On a pris beaucoup de plaisir à l'écouter. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, les murs ont des oreilles. Bonjour Rudy Ricciotti, vous êtes avec nous, vous allez nous parler de la gare de Nantes. Vous avez fait cette gare immense avec une passerelle médanine de béton et de verre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, il s'agit de franchir l'ensemble de la voie ferrée et surtout de relier le quartier nord et le quartier sud. Donc voilà une nouvelle rue dans Nantes et pas uniquement une gare TGV, c'est une rue dans le ciel, c'est une rue avec la vue et l'horizon sur le quartier nord et quartier sud de Nantes. Donc c'est une nouvelle perspective, un nouveau repère territorial, et je crois que c'est très important pour la cité de se regarder un peu depuis un point haut. Il n'y a pas souvent de possibilité de surplomber la ville. Et puis surtout, avec des très grandes villes, 100 mètres de hauteur, ça permet aux enfants de coller le nez contre la vitre et de regarder les trains. Je me souviens quand j'étais enfant, j'étais fasciné par les trains. Tous les enfants sont fascinés par les trains. Et c'est un peu le voyage qu'on avait à une époque, à aller sur les terrasses des aéroports pour voir décoller des avions. Vous savez, on a tous fait ça un peu. On regardait décoller les avions parce qu'on ne pouvait pas les prendre. Est-ce que c'était important pour vous de relier d'un côté le jardin des plantes, le cœur historique de Nantes, et de l'autre les quartiers Malakoff et Prégauché ? Ben oui, ce sont des territoires ancrés dans la cité, ce sont des territoires réels, ce sont des territoires qui sont dans l'imaginaire collectif de Nantes. Alors d'un côté, le jardin des plantes, qui m'a toujours marqué, parce que quand je suis à Nantes, la première chose que je fais quand je sors de la gare, avant un rendez-vous, je me précipite pour aller casser la croûte dans le jardin de Nantes. J'aime bien cet endroit, et la serre, un petit bout de table dehors, un petit plat, voilà. Et on sent cette référence dans la gare, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Et puis, de l'autre côté, il y a plus les de la ville, vous voyez, composée, écrite, c'est l'autre côté. Merci beaucoup, Rudy Ricciotti, d'avoir été avec nous. Réaction, il est intéressant, il est très singulier, Rudy Ricciotti. Ouais. On peut juste, avant bien sûr de vous donner la parole, Thomas, rappeler quand même les enjeux qui sont énormes. C'est une gare donc revisitée sur 4000 m² qui doit accueillir en 2030 25 millions de passagers, c'est-à-dire 2 fois plus qu'aujourd'hui. Donc il faut savoir que cette gare de Nantes est victime de son succès depuis quelques années, et ce projet cœur de gare s'inscrit complètement dans la politique urbaine de la ville, donc avec différents objectifs. C'est ça que vous appelez gare multimodale, en fait. C'est ça, il y a plusieurs objets. Il y a la gare en elle-même qui était auparavant, on pouvait traverser sous les voies avec un tunnel qui était quand même assez peu commode et en l'occurrence très encombré compte tenu du nombre de passagers. Et la gare elle-même, effectivement, forme une coupure, comme souvent, mais en tout cas, là, elle posait vraiment des difficultés de franchissement et de traversée. Donc l'objet de la gare, c'est d'améliorer son fonctionnement parce que, à la fois pour des gens qui viennent y travailler autour de la métropole ou bien pour des touristes, il y a un vrai enjeu, parce que la gare, qui est en général le
Première chose qu'on voit quand on arrive dans une ville, comme les aéroports, cette gare elle soit agréable, fonctionnelle, et qu'on puisse en retirer un aspect déjà positif. Ensuite, c'est un lien, comme l'a dit Rudy Ricciotti, entre le nord et le sud, ces deux quartiers. Et du coup, derrière, on a travaillé les deux parvis, le nord et le sud. Le nord est réalisé, on a travaillé, et y compris la liaison avec le Jardin des Plantes, qui était déjà auparavant une forme de salle d'attente qui s'est venu se rajouter à la gare, mais le parvis, il était conçu avec des allées pour les voitures, les déposes minutes, etc., des choses qui ne sont plus de cette époque-là. On a supprimé les voitures devant la gare, on a maintenu des déposes minutes et des parkings, mais on l'a rendu aux piétons et à la connexion avec le tramway. Ce qui fait que demain, aujourd'hui, sur le parvis nord, quand on sort, on arrive directement sur un parvis qui amène, avec plus de végétalisation, vers le Jardin des Plantes, si on souhaite y aller, et en tout cas vers le tram. Et au sud, on a le projet de faire un vrai pôle d'échange multimodal, où on aura toutes les fonctions de mobilité, les taxis, les cars, les bus, la liaison avec nos busway, des parkings vélos en nombre et tous les parkings, les loueurs, les parkings pour les voitures. Enfin, en tout cas, tout ce qu'on peut attendre d'une gare en termes de fonctionnalité quand on y arrive ou qu'on y vient et qu'on trouvera de manière renforcée avec vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec le fonctionnement aujourd'hui de la gare. Merci beaucoup Thomas Quérault. Pour ces précisions, il faut quand même rappeler que ces gares deviennent aussi des lieux de vie, des lieux qui s'expriment aussi avec beaucoup de soucis, par exemple culturels. Et c'est bien de culture dont j'aimerais qu'on parle, puisque, comme vous le savez, bien évidemment, Nantes s'impose aujourd'hui pour sa qualité de vie. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. L'épidémie de coronavirus, bien sûr, il n'a manqué à personne de comprendre que ça a fortement impacté le tourisme urbain, et notamment, bien sûr, à Nantes. Mais Nantes, quand même, semble tirer son épingle du jeu avec des tendances, par exemple, extrêmement positives. Au mois d'août, par exemple, les professionnels du secteur sont allés, on est allé à la rencontre, justement, de ce tourisme urbain, de cette culture, et on a rencontré quelqu'un d'assez original qui s'appelle Pierre Auréfis, que vous connaissez certainement, l'un des fondateurs des fameuses machines de Lille. Fanny est allée à sa rencontre, il va nous parler de son dernier projet en date. On l'écoute. Les clés de la ville, la concierge est dans l'escalier. Pierre Auréfis, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur du projet des machines de Lille avec François Delarosière. En 2007, vous en prenez la direction. En 2013, on vous décerne le titre de chevalier des arts et des lettres. Pouvez-vous nous parler de l'arbre héron et de ce qu'il va représenter dans le territoire nantais ? Alors, vaste sujet, puisque cette histoire, elle démarre en 2000 avec François, quand on imagine ce que pourrait être un projet qui nous ressemble. On savait que c'était le début du chantier de l'île de Nantes, où avant c'était une grande friche industrielle, qui était restée comme un désert, un espèce de tarmac d'aéroport vide pendant 15 ans. Et on savait qu'au début des années 2000, Jean-Marc Ayrault, qui était alors maire de Nantes, voulait complètement transformer ce territoire et faire de l'île de Nantes le cœur de la métropole. Parce que c'est à ce moment-là, Nantes créait une métropole autour de cette communauté urbaine. Et donc on s'est dit que c'était une chance inespérée, qu'un morceau de ville, Nantes réinventait son cœur de ville, et que c'était pas possible que ça soit que gérer des histoires de voitures, de piétons, d'immeubles et d'habitations ou d'immeubles de bureaux, qu'il fallait donner une âme à ce territoire. Et on a réfléchi pendant à peu près 4 ou 5 mois, on se voyait 2 fois par semaine, par demi-journée, et on a écrit le projet des machines de Lille. On a été le montrer à Jean-Marc Ayrault. Pour faire court, très rapidement, il a trouvé que c'était une très bonne idée. Ça, c'était en 2002. En 2004, la première tranche était votée par Nantes Métropole, et on ouvrait en 2007 avec un grand éléphant. Un éléphant normal, c'est 3 mètres, il fait 12 mètres de haut. Et dès la première ouverture, il y avait une des 22 branches de l'arbre héron qui sortait de l'atelier, et il y avait la grande maquette au 10e de l'arbre héron qui était dans la galerie. Donc dès le départ, on avait fixé un peu notre frontière. Le projet pour nous, où on parachevait un peu ce qu'on avait à dire par rapport à ce qu'on inventait, c'était le projet de l'arbre héron. Parce qu'aujourd'hui, on est atteint, il y a 1h30 de file d'attente, on est à 740 000 visiteurs par an, donc il faut que les machines grandissent. La prochaine tranche, c'est l'arbre héron. Il va y avoir un jardin extraordinaire, et dans cet écrin, il y aura l'arbre héron, et c'est un des plus beaux points de vue de Nantes, c'est pas le plus beau, puisque l'arbre, comme il aura 35 mètres de haut et les hérons voleront 45 mètres, on aura une vue sur la Loire, sur le port de Nantes, sur Trente-Mous. Dans l'arbre héron, il n'y aura pas simplement 2 hérons qui voleront, il y aura dans les 22 branches où les gens vont se balader, il y a 1,7 km de branches, et ils vont se balader sur à peu près 800 mètres dans l'arbre. Il y a des jardins suspendus, donc il va être complètement végétalisé, et donc
ça tombait bien l'année de Green Capital parce qu'on végétalisait la galerie et dans ces arbres, on va mettre une 30 ou 35 animaux, une ménagerie mécanique qui va vivre et qui va se mettre en action quand les visiteurs vont passer en interaction avec le public. Il y a eu l'épisode Covid dont on n'est pas sorti, on ne sait pas quand on en sortira. Donc ce qui est sûr pour nous, c'est que cet arbre héron sera inauguré dans ce municipe. Donc un municipe, c'est 6 ans, donc je pense que c'est à l'horizon 2024. Merci beaucoup Pierre Oréfis d'avoir répondu à nos questions. Magnifique, superbe. J'adore ce genre d'initiative. Un projet incroyable qui n'était pas si simple que cela sur le papier à mettre en œuvre. Pas du tout. Il n'est pas du tout simple parce qu'il y a un vrai exercice technique qui est compliqué. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. On a parfois du mal à trouver des entreprises pour certifier telle et telle partie de l'arbre héron. Donc il y a un vrai enjeu technique et technologique. Il y a un enjeu financier sur lequel on est engagé. Il y a une structure qui va chercher des partenariats avec des entreprises et du financement privé qui devra à terme être de la hauteur du tiers. Et puis il y a effectivement l'évolution de l'ensemble des projets des machines, mais si on monte plus loin même de l'histoire de Royal Deluxe dans la ville, des grands spectacles avec ces objets animés mais en même temps très poétiques qui ont marqué vraiment l'esprit nantais. Ça s'est posé effectivement sous les nefs avec l'éléphant, le carrousel des machines, et puis là aujourd'hui on a ce projet de l'arbre héron dans le jardin extraordinaire qui déjà, le jardin est fait, et demain, après-demain en tout cas, avec l'arbre héron, ça sera certainement un des endroits les plus extraordinaires, des points de vue les plus magnifiques et majestueux de Nantes, avec cet esprit à la Jules Verne, parce qu'on est aussi marqué, j'aurais pu le citer tout à l'heure quand on a parlé des personnages de la ville de Nantes, mais du coup qui a marqué cet esprit, et il y a une fascination pour ces objets mécaniques et la poésie qu'il dégage, et en plus dans un écrin de verdure comme le jardin extraordinaire. Comme quoi finalement on peut avoir une vision onirique de la ville aussi, qui est un espace presque spirituel, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de spirituel dans ces machines extraordinaires. Voilà, on arrive à la fin de cette émission dans notre bonne vieille ville de Nantes. Comment ça a été, Olivier ? Pour une première, très bien, oui. Parfait. Un vrai plaisir de co-animer l'émission avec vous, Sylvain, et puis un vrai plaisir aussi d'échanger avec vous, Thomas, ainsi qu'avec les différents invités qui sont venus et Fanny sur le plateau, et puis de dire que l'émission, c'est aussi un tour de France, donc de le rappeler, on a, comme au concert, on a des dates. Absolument, nous sommes les saltimbanques de la radio. Voilà, après Nantes, aujourd'hui, on sera à Lyon le mois prochain, puis Paris, Marseille, et l'année prochaine, Toulouse, Lille, Caen, Bordeaux, Annecy, Montpellier, Clermont-Ferrand. Voilà, un sacré programme, en tout cas, c'est un régal, c'est un vrai plaisir. On peut le dire, j'adore mon job, on peut le dire. C'est bien, soyons heureux et soyons résolument optimistes, même si, on va dire, l'énergie ambiante ne s'y prête pas toujours. Voyons l'immensité des possibles, comme dirait Diderot. Merci Thomas Quérault. Je sais que ça n'a pas été simple de venir parce que vous avez un agenda de ministre. Bientôt d'ailleurs, peut-être, on ne sait jamais. On va peut-être prophétiser l'avenir de Thomas Quérault. Merci en tout cas à la mairie de Nantes d'avoir permis aussi de faire tous ces reportages. Merci vraiment, mention spéciale à Fanny Bourdin, notre productrice de l'émission, chroniqueuse bien aimée. Alexandre Burkhardt qui était à la manœuvre au niveau de la vidéo et des reportages. Rémi de Sagazan à la régie. L'ensemble des équipes du Figaro Immobilier, Vanessa Lawson, Vantiking, Vincent Montfort, Jean-Alexis Lemieux et bien sûr l'incontournable Olivier Marin. Merci à vous, Olivier. Merci, Sylvain. Voilà. Merci à vous. Et on se retrouve tous, toute l'année, pas l'année prochaine, le mois prochain. Ce sera à Lyon, notre bonne vieille de Lyon. Je suis né à Lyon, donc je vais être dans ma ville et régional de l'étape. Et dans mon territoire. Merci. Sous vos applaudissements, à bientôt. En direct de Nantes, une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin en partenariat avec le fichier Amepi, Maxime.fr et Arkea Banque. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de téléchargement.